Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi ce matin de vous savoir encore très nombreux derrière votre petit écran à l'écoute de ce programme. Ce programme qui s'impose dans l'univers audiovisuel comme le débat dominical majeur sur l'antenne communication du Cameroun et nulle part ailleurs. Bienvenue sur Tour de table. Tour de table, votre émission qui convoque la quintessence de l'actualité de la semaine. C'était en août dernier. Alors, sa fille avait exactement 5 ans et elle a été violée et assassinée dans les rues de Douala, plus précisément à Bonapriso. Et Ah, 5 ans. jusqu'ici, 5 ans, la petite Orphée. Et jusqu'ici, vous voyez donc, pendant que les parents étaient en train de préparer, étaient en train de chercher les fournitures scolaires pour leur progéniture, lui, il était en train de chercher un cercueil pour enterrer sa fille. Et cela est d'autant plus douloureux que jusqu'à ce jour, les enquêtes piétinent, on n'a pas encore mis la main sur les coupables qui ont commis et à condamner à sa juste valeur. Alors, je voulais interpeller ici le ministre de la Justice et même le secrétaire d'État à la Défense pour appeler à leur indulgence et même à leur sens de la citoyenneté, afin que ces criminels d'une autre nature soient retrouvés et punis à la hauteur de leurs actes. Merci. Voilà, beaucoup de condoléances à la famille ici du Roman éprouvé, 5 ans, le principe est d'idée. Il y a une récente étude quand même qui disait qu'au Cameroun, depuis le mois d'août jusqu'à l'heure où on parle, il y avait 300 enfants âgés de 3 à 20 ans qui avaient disparu au Cameroun. On ne savait pas où ils étaient, on ne les voyait même plus. Et la même étude disait que les pouvoirs publics ne faisaient quasiment rien pour retrouver les coupables. Aujourd'hui, la petite Orphée, depuis le mois d'août, elle a été 5 ans, il faut dire, violée, assassinée dans les rues de Douala. Rien n'est fait. Oui, ça pose un problème de sécurité que nous avons dans ce pays. Bon, c'est dommage pour qu'on on puisse perdre un enfant de cet âge. On ne sait jamais, peut-être ça pouvait être le futur président de la République. Mais il faudrait que le ministère chargé de la Défense, il faudrait qu'ils appuient encore pour la sécurité des Camerounais parce que aujourd'hui, les Camerounais en souffrent beaucoup. Et vous avez même donné les statistiques et ça montre beaucoup que ça montre à suffisance qu'il y a un véritable problème de sécurité au Cameroun. Ce n'est pas seulement les enfants, il y a aussi les gens qu'on torture même. On a vu les images qui sont sorties de Douala cette semaine. Le maître Tanfou Richard qui a été torturé. Ça montre un véritable problème de l'aspect sécurité que nous avons dans ce pays. Donc, pour le moment, nous, ce que nous disons dans notre parti, le Parti d'Action Populaire, le PAPC, c'est de dire aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement dans les listes électorales parce que nous savons qu'en 2025, les choses vont bouger pour que les Camerounais puissent avoir un management digne pour les mettre en bonne sécurité.
Voilà, on rappelons que ce plateau, nous attendons Roland Parfait et Baudé, le secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Et nous attendons aussi Ferdinand Kungou, communicant du comité central RDPC. Nous espérons qu'ils sont en chemin, comme on a retrouvé tout à l'heure. Monsieur Anissé Noah, quand CPGD convoque la célérité et comment dire, la célérité, fermeté et professionnalisme de l'armée pour que cette situation essaye de changer et qu'ils essayent d'appuyer ce pan. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, cette armée brille par beaucoup de morts. Cette armée, c'est les assassinats, on peut convoquer la Martinez Zogo. Cette armée, c'est les tortures. On a vu Longuet, on a vu là, Longuet, et cette semaine encore, Maître Richard Tanfou, côté droit là, cette armée qui aujourd'hui met les Camerounais en insécurité, est-ce qu'on peut encore véritablement compter sur eux pour qu'on puisse résoudre ces soucis? Parce que les Camerounais commencent à désavouer l'armée, à ne plus avoir foi à cette armée parce qu'ils estiment que c'est dommage d'avoir peur des personnes censées nous protéger. Bertrand, vous savez, moi je suis enseignant et je dis toujours aux gens, c'est pas parce que vous avez les meilleurs programmes que tous ceux que vous allez former seront compétents, tous ceux que vous allez former seront des bons élèves. C'est la même chose dans nos écoles militaires ou alors dans nos écoles de formation de nos forces de défense. Il y a de très bons enseignants, il y a de très bonnes écoles, mais il s'avère qu'il y a certains qui sortent de là, qui n'ont rien appris, et c'est eux qu'on classe dans la catégorie des brebis galeuses, parce que les images qui nous ont été envoyées dans les réseaux sociaux la semaine dernière, je crois bien, sur l'arrestation et le traitement qu'on a infligé à un avocat, mon Dieu. Vous savez que la crise anglophone a commencé par la torture des avocats et des enseignants. Et on se rend compte qu'en 2024, on se retrouve encore en train de tabasser un avocat, d'infliger un tel traitement à un avocat. Mais on peut se demander, mais dans quelle république sommes-nous, mon Dieu? Les avocats sont ceux-là qui sont censés collaborer avec les forces de défense. Et lorsque un militaire, un gendarme ou alors un policier a même un problème, il peut solliciter les services d'un avocat. Je ne comprends donc pas comment un gendarme en tenue peut se permettre autant de zèle, peut se permettre d'infliger un tel traitement à un avocat. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons de très bonnes écoles de formation des forces de défense, mais on a l'impression que certains sortent de là n'ayant rien appris, soit parce qu'ils sont les fils de tel, ou alors parce qu'ils ont été parachutés là, on les a mis là parce qu'ils ont les facilités de tel, et c'est ce genre de personnes-là qui se comportent, qui a un tel zèle. Yes, but I think what my co-panel is saying is very, very important because we have the impression that there is a problem at the level of the schools that train maybe our security officers. But I want to bet you that peut-être vous ne m'avez pas présenté, je suis pédagogue aussi, hein, comme je suis aussi comme mon frère. The problem is, I followed the program. The program that is being given maybe to the security officers, especially those that go to this gendarmerie, maybe these police schools. I realized that it is a very rich program. C'est un programme qui est très riche. On les enseigne tout. Mais le problème qui se passe, c'est que nous avons un problème de casting. Donc les jeunes qu'on recrute, est-ce qu'on a fait en anglais on dit background check. Peut-être en français on dit l'enquête de moralité. Donc c'est là où ça pose problème. Bon. L'image qu'on a vue même à Douala, qu'on a bastonné l'avocat Tanfou Richard, si vous voyez l'image très bien, vous voyez un gendarme qui prend ses pieds en train de botter quelqu'un qui est déjà sur la voiture de la gendarmerie. Couché. Sur la voiture de la gendarmerie couché. Et ça vient à un moment où le 7 ça ne fait pas un mois qu'il a fait sortir message qui rappelait à ses collaborateurs, aux hommes en tenue, les commandants de brigade et tous les gendarmes, qui doivent se méfier de la manière
de la manière de la garde à vue. Parce que c'était déjà tous les... On arrêtait les gens. Tu as un problème avec un ami au quartier, il a un copain, copine, quelque part qui est gendarme ou policier, tu retrouves dans la cellule. C'est partout. Alors qu'un gendarme, il faut que les Camerounais sachent, qu'un gendarme, un commandant de brigade, ce n'est pas lui qui signe un mandat d'ami, procureur de la République. C'est le procureur de la République. Donc, ce que nous disons, c'est que ce qu'il dit est très véridique. Nous avons les lois, comment dirais-je, les bons programmes, les lois qui sont là pour encadrer ce genre. Mais le problème se pose au niveau de casting des jeunes qu'on recrute dans ces grandes écoles. Parce que les gens qui entrent dans ces grandes être de bonne moralité et les élites de la nation pour promouvoir, parce que je suis, en tant que politique que je suis, même si je suis dans l'opposition, la gendarmerie, c'est l'État, ce n'est pas le RDPC. Le ministère de la Défense, c'est l'État, ce n'est pas le RDPC. Donc, nous avons la responsabilité de demander à l'État de nous rendre compte, de faire des choses qui, par exemple, doivent construire le pays. Demain, je peux être le seul si on prend le pouvoir en 2025. Bon, ce que je dis est très clair. Il faudrait que le ministre chargé de la Défense entre dans ce qui se passe dans notre système de sécurité du pays il doit être ferme pour qui sont en train de tuer les Camerounais à une telle manière que c'est déplorable. Ok, Yann Ouahi doit être véritablement ferme pour amener les gens à l'ordre. Mais on sait jusqu'ici que dans l'affaire Longueur, une enquête a été prescrite. On n'a pas jusqu'aujourd'hui les rumeurs même d'exécution de l'enquête. On ne sait même pas si elle a cours, on ne sait pas si elle a lieu, on ne sait pas si elle va aboutir, cette enquête. Voilà des gendarmes qui sont pris en flagrant délit à Monjo Vision en train de torturer un avocat, Maître Tafou, derrière un véhicule avec beaucoup de témoins. Pas besoin d'enquête pour agir là-bas. On aurait pu avoir une décision tout de suite pour démontrer que force revient à la loi, mais peu importe ce qu'on peut faire. La loi au-dessus de tout le monde. Ils sont aussi historiques, ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucune sortie. Est-ce que ce n'est pas un silence tout petit peu complice? Est-ce qu'on peut encore se dire qu'ils vont agir? Que ce qu'ils disent souvent n'est pas des choses véritablement cosmétiques? Non, je pense qu'en toute chose, il faut une enquête parce que c'est vrai que nous sommes à l'ère des... Mais on peut manipuler les images dans les réseaux sociaux. Ça, c'est... Manipuler cette image-là? Je vais y l'image là était plus... Non, je vais y aller. Quelqu'un peut avoir une image qui soit authentique et décider de la couper au niveau où il veut la couper. Et ça peut, ce que je veux dire, c'est que il peut avoir eu altercation entre Maître Richard Tamfou et le gendarme en question. C'est la raison pour laquelle le secrétaire d'État à la Défense a instruit une enquête. Mais s'il savait qu'il n'y a pas eu d'altercation entre les deux et que Maître Richard Tamfou n'a que reçu des coups de ce gendarme-là, je pense qu'il faut sanctionner cet acte-là avec la dernière énergie possible. Et même s'il y a eu altercation entre les deux, je pense que les forces de l'ordre sont ceux-là qui devraient avoir le plus de, comment je vais dire ça, le plus de retenue, le plus d'engagement, également savoir ramener à l'ordre. C'est un citoyen vous a insulté en route, que vous, gendarmes, vous devez vous mettre à le tabasser. Parce que vous avez reçu la formation qui vous permet d'avoir de la retenue sur votre personne et de poser des actes qui ne sont pas répréhensibles par la loi. Donc, je pense que l'enquête a été instruite et nous pensons que cette enquête ira jusqu'au bout et que les coupables ou alors ce gendarme qui a torturé Maître Tamfou sera sévèrement puni. Yes, Bertrand Bika, just also to add from what my co-panelist is saying is that the minister, that is the Secretary of State in charge of gendarmerie, Galaxy Toga, gave 72 hours for
the enquête to be given. And also what we are hearing is that the commandant de brigade, I don't know how true it is that the commandant de brigade was of his functions, and the other two, everybody, the other two gendarmes were already being called, maybe for questioning. And all this is coming at a point in time where ça ne fait pas 2 semaines que Toga a donné des consignes fermes. Des consignes fermes. Non, je voulais même aller au-delà. Vous savez, il y a eu une réunion, the Commission for Human Rights and Freedoms at the United Nations Organization. Comme ça, les droits de liberté. Des droits de liberté, ça ne fait pas 2 semaines que ça a siégé. Et il y a 3 cas camerounais, donc ça pose un très grand problème. 3 cas camerounais qui étaient sur la table. Le cas Martinez Zogo, le cas Longuet et le cas non, le cas Longuet même n'était pas encore en cours. C'était le cas de Samuel Ouazizi, le journaliste de l'expression anglophone qui a été enlevé à Boya. Et il y a aussi le cas de Paul Chouta. Ça, ce sont les 3 cas qui étaient sur la table. Le cas Longuet est venu, c'est le et donc si nous voyons toutes ces images-là, comment, donc ça pose un problème à notre image, à l'image du pays au niveau international. Et nous connaissons très bien ce qu'on peut subir. Les investisseurs, ça pose un problème. La sécurité est très importante parce que si la sécurité n'est pas bonne dans un pays, ça décourage les investisseurs et ainsi de suite. Donc c'est parce que les gens ne connaissent pas l'enjeu. Donc pour conclure, to conclude, M. Bika, is that the Minister of Defense, as I first of all said, should make sure that they should, mais s'il y a un ministre dans ce pays que je peux lui donner 6 sur 10, c'est le ministre chargé de la Défense. Je dis à mon vision, le ministre de la Défense, I see the way the man has been working since he was made the minister delegate in charge of that sector. He has been pushing things. Et pour dire aussi, c'est que je veux que tous les gendarmes ou les policiers ne sont pas mauvais. Il faut que ça soit clair. Ouais. J'ai travaillé, j'ai connu même les commandants de brigade qui faisaient le travail et qui font le travail. Je veux le commandant de brigade de port autonome de Kribi, monsieur Lorenz, qui fait un très grand travail. Il y a beaucoup d'autres CB que je connais qui font des grands travail. Mais pour vous dire, tous ceux Camerounais qui sont entrés dans les forces de la défense et qui peut-être mettre la tenue pour massacrer la population, on dit que il faut que ça s'arrête et tous ces gens, on doit les arrêter et ils doivent répondre aux actes qui sont posés aux Camerounais. Il y a quand même un constat flagrant qui s'impose depuis un moment dans le cadre de la recherche du travail au Cameroun de manière globale, l'armée et ailleurs. Le Camerounais ne fait plus les métiers par conviction, il le fait par subsistance. Et même ces métiers, on y adhère pas comme on veut, on y adhère quand on peut, parce qu'on a 1 ou 2 parachutes. C'est quand même un secteur assez social, des grandes personnalités, même des enfants qui ont raté la vie. Les enfants sont des bandios au quartier, des fumeurs de chanvre qui n'ont pas pu aller à l'école. Ils les mettent là-bas pour qu'ils aient un semblant de casement au niveau de la société. C'est un véritable problème de mettre des personnes qui n'ont pas de conviction, des personnes qui viscéralement sont des brigands, des bandits, qui sont des forces de l'ordre. Puisqu'ils gardent ce caractère de bandits en eux, ils n'ont pas été soignés, traités, convoqués de manière véritable. Parce que comme il a dit tout à l'heure, il a dit on peut faire, convoquer la moralité. Mais comment convoquer la moralité l'enfant d'un ministre qui vous dit, mettez mon enfant dans l'armée, tout un ministre au Cameroun, comment le petit soldat va pouvoir convoquer la moralité de l'enfant du ministre bandit, voleur, on le sait bien, mais on est au Cameroun. Comment il le fait, Anissimo? Non, je pense que vous avez bien fait tout à l'heure d'évoquer la corruption dans notre pays. Et vous savez que la corruption, c'est une gangrène
qui paralyse un pays. Moi, je parle plus du trafic d'influence. Oui, je vais y arriver, parce que tout ça, c'est englobant dans la corruption. Oui, le trafic d'influence, la corruption, ce n'est pas seulement remettre l'argent à quelqu'un, même ce trafic d'influence-là fait référence à la corruption. Et j'étais donc en train de dire que c'est cette corruption-là qui fait en sorte qu'on arrive à des dérives pareilles. Monsieur Bertrand Bika, moi je vais vous prendre une image qui nous a été véhiculée il y a très longtemps, c'est-à-dire lors du magistère du premier président de la République, l'image de monsieur Samuel Ebois, qui est censeur au lycée Leclerc, et qui, puisque les enfants du président de la République, le président Amadou Ahidjo, y fréquentaient, et il décide donc de punir l'enfant du président de la République parce que, semble-t-il, celui-ci n'a pas balayé la salle de classe. Et quelques jours plus tard, semblerait-il que l'information était remontée auprès de la présidente de la République. Et le président de la République, au lieu de convoquer M. Samuel Ebois pour peut-être le sanctionner, je pense que si ça avait été le cas aujourd'hui, M. Samuel Ebois aurait fait l'objet de plusieurs sanctions, décide de faire de lui un homme d'État. Et M. Samuel Ebois, vous savez qu'il a occupé les plus hautes fonctions de cette République. J'évoque cette image-là pour dire que à cette époque-là, les grands projets. Oui, à cette époque-là, il n'y avait pas, même le président de la République pouvait être contrôlé à un poste de contrôle. On pouvait lui demander les pièces de son véhicule. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il vous souvient qu'il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux où je pense, un général de notre armée s'occupait les chignons avec une dame dans un péage. Parce que, semble-t-il, il a refusé de payer 500 francs ou alors 1000 francs pour traverser dans un péage. Alors, voilà des images qui nous font penser aujourd'hui qu'il y a eu un laisser-aller, il y a eu une corruption qui a permis à ce que toutes les strates de la société soient attaquées et que nous arrivions à ce que nous avons aujourd'hui où les fils de tel ont des passe-droits parce qu'on est fils de tel. On ne doit pas subir des sanctions, on ne doit pas subir le contrôle, on ne doit pas véritablement faire ses classes pour arriver à tel poste. Et c'est des choses qu'il faut questionner. Et j'étais dans un média hier et je disais encore que pour que ce pays fonctionne, il faut refaire le système. Je fais référence là aux informaticiens qui disent que lorsque une machine est virusée, il faut refaire le système. Et je ne pense pas que refaire le système, ce sera avec l'ordre de 82. Il faut un changement de paradigme pour qu'on arrive à quelqu'un qui peut frapper du poing sur la table et dire que non, il faut que cela cesse et qu'on arrive à une république qui promeut pas la corruption, mais des valeurs. Une république où tous les citoyens sont traités de manière égale et une république où tout marche. Voilà. Est-ce que c'est possible, à l'écriture des choses, d'avoir espoir? Est-ce que c'est possible que ce système soit refait au Cameroun? Lorsque vous convoquez quand même la cosmogonie politique au Cameroun à l'état actuel des choses, est-ce que c'est une réalité possible? Ou c'est véritablement un vœu pieux, un rêve lunaire? C'est une question simple. Non, beaucoup de Camerounais se posent cette question au niveau de la maison. Vous êtes des hommes politiques, vous êtes sur le terrain, vous pouvez dire aux Camerounais avec des indicateurs. Écoutez, il n'y a pas l'espoir avec ce régime. Ouais. Il n'y a pas l'espoir. Le Cameroun, there is no hope with this regime. When you have seen a regime that has been in power for 42 years, and then you are seeing such images. He made mention that in a normal republic, when there is laissez-faire, this is the type of images that you have. You cannot be seeing images where a general of the who want to a toll gate, which they call in French péage, and refuses to pay 500 francs. Which image is he given? He made mention of Samuel Ebois when he was the senior discipline master of Lycée Leclerc during the era of Ahidjo. The daughter of Ahidjo comes late, refused to sweep the class,
and she was punished. That the news went to the presidency, and Samuel Eboa was promoted, and was promoted and became a state figure. But today, if it was the image today, that particular Samuel Eboa today, souverain général, would have been, maybe they would have even removed him from the public service. That is the images we have today. So we are in a republic where it is already upside down. Donc tout est déjà basculé. Regardez les Camerounais. On va entrer dans le... Tous les à manger. Toutes les choses sont déjà chères au marché. Tous les jours, c'est les taxes. Et il n'y a pas les subventions. Il n'y a aucun... Donc, on ne promouvoit pas... we don't bring fiscality. La fiscalité sans les... La fiscalité marche avec les subventions. Mon ami, ça c'est le pays que nous avons. Tout est déjà... Donc, si vous me demandez l'espoir, quel espoir avec quel régime? C'est pour cela que... That is why... Bertrand Bicard, the only hope that the Cameroonians have is that in 2025 presidential election, they should make sure that we remove this regime that has put Cameroonians in this quagmire. Look at everywhere. Quel secteur marche? C'est l'éducation que moi je suis qui marche. On a vu les images avec mais c'est un membre de ce parti-là. C'est qu'il a dit au ministre de l'éducation secondaire. C'est qui se passe. Et c'est la vérité. Le constat est là. Quel secteur? Et c'est pire. Quand nous avons un problème de sécurité dans un pays, donc ça veut dire que tout est déjà basculé. Regardez ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Regardez. Donc, the intelligence service. Donc, the intelligence service, for an intelligence service to be implicated, service de renseignement dans un pays impliqué pour l'enlèvement d'un simple journaliste, ça vous montre à suffisance que tout est déjà basculé. Voilà. Donc, si vous me demandez l'espoir, c'est pour que les Camerounais, dès le 3 janvier, allez s'inscrire, allez continuer à vous inscrire massivement dans les listes électorales pour que nous atteignions 12 ou 13 millions inscrits. Il faut que je rappelle, nous sommes déjà à 8 millions 800 000 et poussières de Camerounais qui sont déjà inscrits. Vous avez vu l'image qui est sortie à Elec comme cette semaine. Le rétro-pédalage du directeur général de l'ECAM. Ils ont délibérément enlevé 120 000 noms des Camerounais sur les listes électorales. Mais c'est parce que l'opposition a dit que non, ça ne passera pas. Et c'est avec cet esprit que nous devons continuer à travailler. Et pour dire aux Camerounais, il faut que, parce que les Camerounais aussi demandent qu'il faut que l'opposition se réunisse. Oui, il faut qu'ils connaissent qu'il y a cette tendance-là qui sont en train de se former. Comme pour nous, nous avons notre tendance qui est l'Union pour la reconstruction, présidée par le bâtonnier Akeremouna, qui est notre candidat. Le PAP, l'UPC, de Beleguel et Mme Abiba, le parti univers de Koulvondor, et d'autres partis politiques comme le MP3 et beaucoup de membres de la société civile et les individus aussi qui sont investis le bâtonnier Akeremouna pour être notre candidat pour l'Union pour la reconstruction pour les élections de 2025. Il y a d'autres tendances. Nous voyons les tendances de le ATP, le APC, et ainsi de suite. Mais il faut que les Camerounais savent qu'à un moment venu, toutes ces tendances vont se réunir et on va enlever tous ces gens-là qui ont pris notre pays en otage. Voilà, vous vous demandez ce qui marche au Cameroun, quel secteur marche au Cameroun. Nous, de notre point de vue, du moins de votre point de vue, vous estimez que rien
de marche, mais du point de vue gouvernemental, c'est au moins la coopération Chine-Cameroun marche et marche de manière triomphale, puisque en date du 30 novembre 2024, le Kaveh Djibril, à sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, a procédé à l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il était en compagnie, outre les membres du gouvernement, le parterre des prestigieux invités, les corps constitués de son Excellence Zhang Kingé, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine, Anissé Noah. Beaucoup de personnes estiment, tout de même, oui, c'est donc la Chine qui a coûté 55 milliards de francs CFA. C'est bien, mais c'était inopérant. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Les Camerounais ne mangent pas, ils ne se soignent pas, ils n'ont pas accès au logement décent. L'Assemblée nationale qui était là jadis pourra encore être utilisée. Celle-ci, elle est bien, c'est un don, mais on pouvait d'abord se passer de ça. Ils estiment que l'État ne va pas à l'essentiel. Ils font dans le cosmétisme, dans le mathurisme, alors qu'en réalité, ce siège ne va pas changer fondamentalement la vie des Camerounais. Mais Jean Bika, si nous n'avions pas été dans la diplomatie et dans la coopération internationale, je vous aurais dit qu'un don, on ne peut pas cracher sur un don. Oui. Mais nous sommes dans la coopération internationale et vous savez qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. Donc, lorsqu'on parle de dons... Voilà, je vous lance. Lorsque vous convoquez le don et vous dites qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts, et Kaveh Djibril a dit hier que c'est un don sans contrepartie. Voilà qu'on en parle. Est-ce que dans cet univers, il y a des dons de 55 milliards sans contrepartie à la J'y arrivais. Ok, allez-y. Lorsqu'on parle de dons dans la coopération internationale, ce n'est en réalité pas un don. Ça, il faut qu'on dise les choses de manière triviale au Camerounais. Ouais. On va pour parler de dons, mais l'État, la République de Chine saura comment rentrer en possession de ses moyens. C'est d'autant plus important que c'est l'Assemblée nationale qui est mise en jeu, un domaine de souveraineté de notre pays. Et ne soyez pas surpris que d'ici 5 ou 6 ans, que nos députés se retrouvent à voter des lois qui favorisent la Chine au Cameroun. Parce que la Chine nous a construit, quand quelqu'un vous construit une maison, c'est normal que vous lui soyez redevable, même si c'est un cadeau. Maintenant, je vais dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous n'avons pas été dans les relations diplomatiques, dans la coopération internationale, on se serait réjoui de ce don-là. Mais en même temps, je vais mitiger mon propos en disant qu'en même temps, on ne peut pas cracher sur ce qui a été fait par la Chine. Parce que, voyez-vous, si on avait remis cet argent-là, laissez-vous parler de 55 milliards, si on avait remis ces 55 milliards-là à l'État du Cameroun, c'est-à-dire si la Chine avait fait un don de 55 milliards à l'État du Cameroun en disant à l'État, ok, l'Assemblée nationale a brûlé, construisez un nouvel édifice. Je suis sûr que l'ingénieur ou alors l'entrepreneur qui aurait gagné ce marché n'aurait même pas eu 30 milliards pour exécuter ce marché-là. Parce que à chaque niveau, on aurait cisaillé cet argent-là. Et on parlait tout à l'heure de corruption, si bien que l'édifice qui a été proposé réalisé. Ouais. Donc, c'est déjà bien que l'édifice soit réalisé et que ça participe à l'embellissement de la ville. Et je vais aussi dire que ce n'est pas le seul domaine dans lequel la Chine s'investit au Cameroun. Moi, j'étais à l'inauguration à la mise en service du projet d'adduction d'eau de la ville de Yaoundé à partir du fleuve Sanaga par épice du côté de Bachenga. De ce côté-là aussi, il y avait un parterre de personnes, des ministres. Et moi, j'ai eu la chance de visiter cet édifice-là. Et l'édifice, lorsque vous visitez, vous vous rendez compte qu'il y a du sérieux qui a été mis et c'est véritablement
quelque chose de durable qui puisse permettre à ce que les Camerounais puissent avoir de l'eau à profusion. Et vous allez vous rendre compte que depuis que ce pipeline-là a été mis en service, les problèmes d'eau dans la ville de Yaoundé, du moins du côté de l'entrée ouest de la ville de Yaoundé, ont été résorbés à niveau. Parce que moi, je suis de ce côté. Depuis que cet édifice-là a été mis en service, on n'a plus de coupure d'eau. Donc, ce n'est pas le seul domaine dans lequel la Chine s'investit, même si des domaines de souveraineté comme l'Assemblée nationale, la logique aurait voulu que le Cameroun qui mette les moyens. C'est vrai que l'ancien siège de l'Assemblée nationale n'était pas encore aussi en état aussi désuet pour qu'on songe à construire un nouveau siège de l'Assemblée nationale, même si j'ai suivi que l'ancien siège va servir à un musée et que ce sera le nouveau siège qui abritera et les députés et le Sénat camerounais. Donc, il faut dire que la Chine a fait ce qui est bien, c'est-à-dire construire un siège de l'Assemblée nationale au Cameroun. Mais en même temps, le Camerounais que je suis aurait voulu qu'il y ait un transfert de compétences. Qu'est-ce que j'appelle par transfert de compétences? Que les Camerounais qui de l'Assemblée nationale, même si c'est la Chine qui fournissait les moyens, et on peut mettre certains ingénieurs à la tête, mais il faut qu'il y ait des ingénieurs camerounais parce que, souvenez-vous, parce que, voyez-vous, nous avons de très bons ingénieurs. Et il faut que, si la Chine dit qu'elle est amie au Cameroun, il faut qu'il y ait véritablement un réel transfert de compétences pour que le Cameroun bénéficie également de la relation qu'il entretient avec la Chine. Voilà, Prince, et puis il faut dire oui, hein, c'est un magnifique édifice. On parle de 3 étages. Hein. Le premier étage, c'est les bureaux de l'Assemblée nationale. Le deuxième étage, c'est le nouvel hémicycle. Le troisième étage, c'est une salle de banquet. Un nouvel hémicycle de 480 places, il faut le dire. Le troisième étage, c'est la salle de banquet de pratiquement 1000 places pour festoyer hein, les événements futurs. On vous dit quand même que le projet a commencé en 2019. Pour 5 ans, et 5 ans après, le projet était livré par la Chine. Lorsque la Chine vient faire comme ça un pied dans l'État du Cameroun, vous pouvez reconvoquer tous les projets émergents au Cameroun. Aucun barrage n'est livré. Vous pouvez convoquer le stade olympique aujourd'hui, on va dire comme ça, est un véritable machin, le stade olympique aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais ne prennent pas conscience quand même du niveau de désacralisation de l'administration à travers ces choses. Lorsqu'ils vont s'asseoir, où les étrangers ont finalisé en 5 ans, et eux n'arrivent pas à finaliser les travaux qu'eux-mêmes font avec l'argent qu'ils prennent tous les jours. Mais on a vu assis, n'ont même pas n'ont de crainte, n'ont de honte. On voit les ministres chargés des travaux. Les sports, le stade de l'Émile n'est pas fini. On voit le ministre des routes, les routes ne sont pas finies à Yaoundé. On voit le ministre des travaux publics, les travaux ne sont pas finis à Yaoundé. Tous les chantiers de l'eau et de l'énergie, il est assis, il festoie, mais les chantiers, les bases ne sont pas livrés. Et personne n'a honte, ils ne sont pas gênés, ils estiment que c'est normal. Comment comprendre que ces membres du gouvernement n'ont même plus cette légère pudeur, cette honte de dire ah bon, mais nous on a mal fait, nous on fait mal. On n'arrive pas à faire, finalement, on n'aime pas le Cameroun. Vous êtes, je confirme ici que vous êtes un très grand journaliste parce que vous connaissez bien votre job. Quand vous parlez, vous voyez avec l'émotion que vous-même vous parlez, rien ne marche. J'ai dit qu'il y a, there is no sector in this country that works. There is no sector. In this country, you made mention of the Olympic Olympic Stadium. Yes. We had billions upon billions. And we even made a comparison with that stadium with the one that was built in Abidjan. We realized that is how they swindle Cameroon money. Vous dites même la Chine. Le ministre de l'éducation, the Minister of Higher Education. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Went to China and struck a deal to buy laptops. I don't know if they were toys or laptops. Let me call them laptops. That is what they told Cameroonians. Laptop to university students. Est-ce que vous connaissez le montant? On parlait de plus de 52 milliards. Ce n'est pas 52 milliards. Écoute, c'était 74 milliards. 94 milliards, 94 billions.
Est-ce que vous voyez aujourd'hui les laptops? Vous voyez ça où? Vous voyez les étudiants avec ce laptop, ça servir à quoi? C'est tellement pas des laptops. Ce n'était pas... Mais pour vous dire, j'ai dit la Chine. C'était un prêt à Chinese Zinc Bank qui a prêté cet argent-là, qui est remboursé par l'État du Cameroun, par les pauvres citoyens qui paient ce taxe indirecte. Parce que nous avons les taxes directes et les taxes indirectes. Et c'est pour ça que tous les jours, nous voyons pourquoi maintenant on va parler. La thématique, c'est la loi, la loi des finances pour continuer à taxer les Camerounais. Maintenant, pour continuer, il n'y a aucun pays au monde, parce que j'entends le mot don. Qu'est-ce que ça veut dire don? China is not a philanthropist. Ce ne sont pas des philanthropes. Tous les États, c'est gagnant-gagnant. Donc, si la Chine a financé le projet de l'Assemblée nationale, à 54, parce que les chiffres que moi j'ai, c'est 54 milliards, mais vous dites 55 milliards. Oui. Si ça a financé à 54 milliards, ça veut dire qu'il y a un accord derrière. Je parle en tant que politique. Mais ces accords-là doivent être de gagnant-gagnant. Nous ne refusons pas ce que la Chine a fait. Vous avez si bien révélé que si vous voyez, si vous allez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous allez voir un édifice qui est très magnifique. Nous jeunes qui veulent aussi aller au Parlement, pour être des parlementaires, pour être des députés, nous rêvons aussi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est un don. Parce que la Chine ne peut pas donner 54 milliards seulement comme ça aux Camerounais, alors qu'il n'y a pas les accords derrière. So, what we are saying in essence is that what we have noticed is that most of this money that always comes, or most of these gifts, in quotes, that always comes, these gifts are always come those who govern. Donc les gens qui gouvernent. Donc quand ils partent, quand ils prennent quand ils partent faire leur accord, c'est pour eux. Les Camerounais sont en train de souffrir. Vous prenez 55 milliards pour construire pour construire l'Assemblée nationale, alors que les Camerounais n'ont pas d'eau potable, il n'y a pas de route. Dernièrement, le DGCN, Bangangele, DGSN. lui-même, il a subi ce que les Camerounais subissent tous les jours. En allant, il a pris la voiture ici de Moutengene. Lui-même, il a vu ce que il a fait seulement une seule voyage. Il n'a pas pu. He was not able to keep it because it's deplorable. So what we are saying, Bertrand Bika, in essence, is that failed. Le de 42 ans a mis les Camerounais à terre. Donc il est temps que les Camerounais, comme je dis, je rappelle, pour aller s'inscrire, continuer à s'inscrire dès le 3 janvier 2025, massivement sur les listes électorales. Toutes ces choses-là que vous dites donc là, je vous ai dit 74 milliards des laptops. Oui. Vous partez, vous achetez les laptops, les Camerounais sont en train de souffrir. Maintenant, vous êtes tous les jours pour augmenter les taxes. Regardez, tu veux faire une transaction sur mobile money, on te coupe l'argent. Ce n'est pas un petit argent. Tu vas envoyer l'argent à ta mère qui est au village, 10 000 francs, on te coupe l'argent. Ta mère va aller enlever l'argent, on coupe l'argent. Tu vas envoyer l'argent ici, on coupe. Tous les jours les taxes, tous les jours les taxes. Et il n'y a pas les subventions pour ces taxes-là. Les Camerounais n'arrivent même pas à bien manger. Maintenant, ils prennent les dons, entre guillemets, pour construire les maisons.
construire les édifices pour eux. Mais comme j'ai dit tantôt, à l'entame, il est temps qu'on va changer ce pays. Voilà, Anissé, Noah, on parle quand même d'un édifice comme sur 37 500 mètres carrés. Il est véritablement beau, tout le monde le dit, tout le monde qui était là-bas dit que c'est beau, il est véritablement futuriste. On a vu des responsables s'exprimer, en l'occurrence l'honorable Kawal Levi qui estime tout de même qu'il est temps qu'on arrête d'être des assistés. La coopération chino-camerounaise commence en 1971, comme on est devant de la Chine en 1971. Et quelques années après, la Chine nous assiste comme des enfants à tout moment. C'est quand même un véritable problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi quelques années après, un pays que nous soutenons en 1971 nous assiste sur tous les pans socio-économiques au Cameroun? Ils sont aujourd'hui la première économique du monde. Ils sont dans le top-down au niveau du monde entier. Et nous, on ne fait que défraîchir comme une neige au soleil. Comment comprendre ce paradoxe en quelques années? Un pays qu'on portait nous porte aujourd'hui à bout de bras. Bertrand, vous me permettez d'abord de faire une précision. Mon companéliste a parlé de l'achat des ordinateurs tout à l'heure. Ouais. Il faut dire que en fait, c'est le projet global qui était à 74 milliards. Ouais. C'est le projet global impliquait l'achat des ordinateurs aux étudiants et également la construction des centres numériques dans tous les 10 universités au Cameroun. Certains centres numériques sont déjà fonctionnels, d'autres pas encore, mais toujours est-il que les centres numériques ont été construits. Donc, l'achat des ordinateurs, c'était à hauteur de 52 milliards. Et le reste du projet était tout le projet était à 74 milliards. Est-ce qu'on parle comme ça de manière, on va circuler comme ça rapidement. Vous avez continué, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait 10 universités pour 10 centres numériques? À l'époque, il n'y avait même pas de 10 universités à l'époque, il y avait moins de 5 universités à l'époque. Non, c'est un projet récent. C'est un projet récent. Donc on intègre dans les universités qui vont arriver. Bien sûr, bien sûr. Quand on a commencé, quand on a commencé à partager les ordinateurs, il n'y avait pas les centres numériques. Non, les centres numériques. C'est après, non, il faut que je vous dise, c'est après, quand les Camerounais, quand les gens ont commencé à critiquer, c'est là où ils ont pensé, parce que l'argent était déjà basculé. They had already swindled the money. Il faut qu'on dise aux Camerounais. C'est après, non, écoutez mon frère, c'est après 2 ans qu'ils ont pensé maintenant de construire les salles numériques. Si c'est pour les it was a failed project. C'était un projet échoué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où sont les ordinateurs? Moi j'ai vu ça au Canada, commencer à 5 000 francs. Non, je voulais seulement dire. Ok, allez-y. Bertrand, je pense qu'on est sur ce plateau pour informer les Camerounais. Oui, allez-y. On n'est pas là pour faire la mauvaise foi. Moi, je parle de ce projet-là parce que j'ai des gens qui travaillent dans ce projet. J'ai mon propre grand frère qui travaille dans un centre numérique dans une université de la place. Et je suis à l'affût de l'information sur ce projet-là. Le projet global, je dis encore, le projet global était de 74 milliards. Et la première phase du projet, c'était l'achat des ordinateurs. Et maintenant, la construction des centres numériques devait suivre pour permettre à ce que c'est-à-dire les enseignements soient digitalisés de telle manière que un cours, je ne sais pas moi, à Paris, et on est ici au Cameroun, chaque étudiant a son ordinateur et permettre à ce que il puisse suivre le cours. C'était ça le projet. Donc, c'est vrai que ce que mon copanéliste dit est pertinent, que enfin, on a d'abord acheté les ordinateurs, mais le projet... Non, le problème, ce n'est même pas que c'est pertinent. Allez en Guaykele, ici, là. Tu me dis, ici, il y a un enseignant qui entre dans l'amphi et il enseigne avec l'Internet. Ici, en Guaykele, il faut que les Camerounais nous comprennent, mon frère. Je fréquente Guaykele. Je ne peux pas faire 1 mois sans être en Guaykele pendant 3 fois. Je vous donne l'information. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous savez qu'il y a un centre numérique en Guaykele? Où? Quel centre numérique? À côté de l'IFOR. Quel centre numérique? À côté de l'IFOR. Il y a d'abord... Écoute, mon frère, vous ne pouvez pas donner les ordinateurs aux étudiants et en Guaykele, tout Guaykele, il n'y a pas l'Internet. C'est ce que nous disons.
Bertrand. C'est ce que nous disons. Et vous regardez les chiffres. J'ai dit 74 milliards. J'ai si bien dit que le projet était à 74 milliards. Que l'argent sortait du Chinese Zinc Bank, qui était un prêt. Et ce sont les Camerounais qui payent, qui payent cet argent. Ce n'est pas les gens qui ont matérialisé ce projet. Ils ont pris le projet, même les laptops là, que tu vois, on vend ça dans les rues à combien? Non, c'est 5 000. À 5 000. Partout, ça sert à quoi? D'abord, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense que c'est moi, juste là, c'est moi qui ai la parole. Allez-y. Oui, je continue à dire pour que... défendre votre frère qui travaille dans Non, le projet. non, est-ce que c'est lui Je qui suis fait... politique aussi et nous avons les informations. Oui, mon cher ami, je suis de ceux qui pensent que ce pays doit aller dans la bonne direction. Vous voyez un peu? Mais quand nous venons sur les plateaux de télévision, ce n'est pas pour faire de la mauvaise foi. Moi, je ne fais pas de la politique. Et ce n'est pas mon frère qui paye mon salaire. Non. Mon frère, je donne les Et statistiques. Là, je ne fais pas de la mauvaise foi. Moi, je vous dis donc, il y a un centre numérique en Guayaquil à côté de l'IFOR. Centre de calcul. Parce que moi, j'ai fait un Guayaquil dans les années 2010. Et à l'époque, c'était le centre de calcul qui était en vert. Et à côté donc, du centre de calcul, il y a un centre numérique. On peut questionner la qualité des ordinateurs qui ont été donnés aux étudiants. Ça, c'est vrai, parce que ces ordinateurs-là pouvaient même être montés à partir enfin, on pouvait permettre à ce qu'une usine soit construite au Cameroun et que ces ordinateurs-là soient montés à partir... Pourquoi vous ne dites pas ça depuis? Oh là là, c'est pas vous qui définissez le timing pour dire les choses. Je vais vous poser une question, c'est important, c'est une information importante que vous me donnez là maintenant. Moi, je ne l'avais pas. Moi, je ne vois pas ça, vous savez que je ne l'avais pas. Ce centre numérique, vous qui fréquentez ce centre numérique, à quelle capacité en termes de réception des étudiants pour les cours? Merci pour la question. Il ne s'agit pas de recevoir les étudiants dans le centre numérique. Le centre numérique, en fait, est comme, je vais appeler ça, comme un hub. Ça veut dire que c'est un élément qui permet de concentrer les informations qui viennent de part et d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignant peut faire son cours à partir de la France. Oui. Un enseignant qui donne quoi à l'université de Yaoundé 1 peut être en déplacement. Et ça se passe en Guayaquil? Non, allez, ça, il va aller au bout. Il fait son cours à partir de la France. Oui. Et c'est dans ce centre numérique-là que les informations seront stockées. Et maintenant, chaque étudiant, avec son ordinateur, qu'il était censé avoir, parce que ces ordinateurs-là ne sont même plus existants aujourd'hui, avec son ordinateur, peut donc se connecter à ce centre numérique-là et suivre le cours en direct. Le centre numérique, ce n'est pas pour recevoir les étudiants, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est comme un hub qui permet de consacrer toutes les informations et maintenant les étudiants peuvent avoir ces informations-là partout ils se trouvent avec non, les gens blaguent dans ce pays. Les gens blaguent avec l'argent du contribuable. Je te relance. De toute façon, s'il y a quelque chose, nous sommes là, comme il a dit, pour éduquer les Camerounais, pour informer les Camerounais. L'information, c'est que les centres numériques existent. Mais l'autre information qu'on peut tirer quand même de là, c'est que on peut questionner son importance, sa capacité et même son, son caractère probant. Plus que vous donnez des ordinateurs aux étudiants qui sont des millions à l'université Yaoundé 1, qui ont un sur centre numérique, qui n'ont pas accès à Internet. Est-ce que ce projet était viable à penser? Allez-y, on va Bertrand Bika, it was and it is and it will remain a failed project. Ouais. And that is what we have been having in this country. That people play with billions of Cameroonian taxpayers' money. Ouais. I say they play with billions of Cameroonian taxpayers' money. Somebody cannot sit in the comfort of his office, convinces the President of the Republic to with the Chinese to take a loan of 74 billion. And today, he himself made mention that today, il n'y a plus les ordinateurs. Mon ami, j'ai fréquenté en Guayaquil. J'ai dit qu'en Guayaquil, il n'y a pas l'Internet. Il n'y a aucun enseignant qui peut faire cours avec l'Internet. Je parle, les professeurs me suivent. S'il y a quelqu'un qui dit que ce que je dis, vrai,
il me contredit. Je ne peux pas me Un prononcer centre sur ce... Arrivé annexé à la loi du règlement, il y a le rapport de la Chambre des comptes qui lui est véritablement parlant. Il estime que sur les 20 rapports qui ont été déposés au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a que 7 qui sont vrais, il y a 13 qui sont faux. Les motifs, c'est quoi? C'est que, à la réalité, il y a des rapports qui nous disent que l'argent qu'on a, les travaux qu'on a faits sont même supérieurs à l'argent qu'on a donné au niveau du Cameroun. Il y a des rapports qui montrent qu'il y a des travaux qu'on annonce qui n'existent nulle part. Au niveau du Cameroun, ça n'existe véritablement nulle part. Ça, c'est... Le monde, une fois créé, subsiste, subsiste et ne se fonde pas sur lui-même. Pour revenir à la République, c'est pour dire que ce sont les lois qui permettent à une République de rester debout. Alors, lorsque ces lois sont piétinées par ceux qui sont censés les appliquer, par ceux qui les ont écrites, je pense qu'il y a véritablement un problème au niveau, et je pense que la République est dans la gadoue. Et pour dire, comme le disait quelqu'un, une République ou alors un gouvernement qui ne respecte pas ses lois, qui ne respecte pas ses engagements, est un État qui ne respecte pas les voyous. C'est ce que quelqu'un disait de manière prosaïque. Et je pense que nous n'allons pas en arriver là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai suivi les récriminations de l'honorable Cabral Libby cette semaine. Et moi, j'ai eu froid au dos parce que lorsque la loi des finances, qui doit être déposée au moins 15 jours avant le début de la session parlementaire, n'est pas déposée, on est pratiquement à la fin de la session parlementaire, la loi n'est pas déposée. La loi sur la fiscalité qui référait à chaque instant à la loi des finances est donnée aux députés qui sont censés l'étudier avec la loi des finances, mais ils sont pris le coup parce qu'ils n'ont pas de loi de finances sur la main. Et puis, la loi de règlement qui doit attester de ce que le budget qui a été voté en 2023 a été véritablement exécuté. Les annexes... L'un des annexes de cette loi-là, c'est le rapport de la Chambre des comptes. Et le rapport de la Chambre des comptes dit que tous les contrats de performance qui ont été envoyés, les projets de performance qui ont été envoyés des administrations publiques et des ministères, la plupart sont faux, comme vous le disiez tantôt. Je pense qu'il y a un réel souci. Et je pense que là, le gouvernement qui nous dirige, on a l'impression que le gouvernement qui nous dirige n'a plus une once de dignité, n'a plus une once de respect pour les Camerounais. Parce que, voyez-vous, ce sont les députés qui représentent la nation. C'est la représentation nationale. Et si vous arrivez devant les députés qui sont envoyés par les populations et vous faites montre d'un tel zèle, je pense qu'il y a lieu à se questionner. Et je pense qu'il y a véritablement lieu à penser que... mentir les députés. Et à penser que... Des documents faux. Quand il faut dire des documents faux, continuez, il faut peut-être le dire. Et penser que... Partout, il y a des gens qui ne connaissent pas. Quand on parle, parfois j'aime bien que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Vous allez continuer. Il faut dire que le gouvernement est allé mentir à l'Assemblée nationale. Partir avec des documents faux, comme les faussaires de Bounamoussa dit à Angouekele. Voilà, c'est l'exemple qu'il faut prendre pour qu'ils sachent ce qu'ils ont fait les membres du gouvernement. Tous ces ministres sont à la réalité des personnes sans foi ni loi. Continuez. Donc, je pense qu'il y a lieu à s'interroger. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Vous savez, on dit généralement que c'est gouverner, c'est pouvoir. Nous savons que l'Assemblée nationale tient 3 sessions parlementaires ordinaires. Ouais. Celle de mars, celle de juin et celle de novembre. Alors, le gouvernement camerounais, qui sait que c'est lors de la session de novembre que le budget de l'année N+1, ça veut dire que si nous sommes à l'année N, devrait être discuté. Et même le budget de l'année N-1, qui concerne la loi de règlement, devrait être discuté. Je pense que à l'approche de novembre, le gouvernement devrait s'attirer. Cameroun, c'est parce qu'en 1972, il y a un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite.
Si le président de la République, Paul Biya, est devenu président en 1982, parce qu'il y a eu un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale en 1979. Il y a les projets de loi qui ont passé à l'Assemblée nationale, qui ont bousculé les choses. C'est parce qu'on ne veut pas entrer dans l'histoire de la chose. Parce que ce n'est pas notre focus. Mais je dis, ce qui est notre focus aujourd'hui, c'est pour dire aux Camerounais que les Camerounais ne doivent pas être dupes. Pour qu'ils comprennent comment ce genre ont l'incapacité, et je parle une fois, pour mettre les Camerounais à terre. Voilà, on va sortir de cet aspect en convoquant un peu la moralité et la légitimité qu'ils ont donnée vis-à-vis du peuple. Lorsque on voit des guides, des flambeaux, des personnes qui portent l'espoir et qui sont censées guider le peuple non-voyant, poser des actes aussi convocables, de faux usages de faux. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent encore venir dire aux gars qui volent l'œuf dans la rue que tu es un voleur? Ils ont encore cette légitimité, et ils ont cette crédibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas devenu un simple machin, ce qu'on appelle le gouvernement là? Ils ne sont pas mieux que le gars qui fait le faux à la poste centrale, le gars qui fait le faux en Dokoti, partout. C'est les mêmes personnes. Ils doivent être logés, même en scène. Et ce n'est pas ça la réalité. Est-ce qu'ils peuvent encore être crédibles, ces gens-là? Non, je ne parlerai pas de simple machin. Vous savez, le gouvernement est doté de la responsabilité et même de la confiance du chef de l'État. Je pense que c'est. Et lorsqu'ils font ça, est-ce qu'ils n'ont pas trahi dans cette confiance? Ça, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que lorsqu'on voit les actes qui sont posés, on peut véritablement convoquer la banalisation de la République parce que, voyez-vous, c'est le gouvernement dans son entièreté qui est chargé de se rassurer que les lois qui ont été votées sont véritablement implémentées, sont véritablement appliquées. Mais si c'est le gouvernement qui commence à piétiner ces lois-là, on assiste à la banalisation de la République et vous allez voir que puisqu'il y a une certaine verticalité, lorsque la banalisation se fait en haut, je pense que même au niveau de la basse société, vous voyez cette banalisation-là et vous voyez les mots auxquels nous assistons. Sauf qu'à la réalité, c'est important de le dire ici. On ne peut ne pas appliquer la loi, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas envoyer le projet de loi à l'Assemblée. On va crier, on va parler. Hein? D'ailleurs, ils sont coutumiers du fait. Maintenant, on parle du faux qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils sont au-delà des publications de la loi. Ils sont dans le faux. Il faut qu'on dise ça comme ça de manière claire. Lorsque ces personnes sont pris en flagrant délit de faux usage de faux, c'est le mot qu'il faut dire, de faux usage de faux, est-ce qu'il peut encore dire un voleur que je suis un voleur? Je vous ai dit ici que je vous ai dit ici que ce sont les voleurs en col blanc. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que moi je pèse mes mots? Ce sont les voleurs en col blanc. Voilà. Il y a, j'ai dit 13 rapports faux. Voilà. Ça pose un problème. Où? À l'Assemblée nationale. Là où on doit voter des lois. Voilà, allez-y, terminez votre propos. Il faut qu'on précise un peu que vous avez raison, mais au-delà du fait qu'ils banalisent la loi, je préfère qu'on mette au pied l'étrier. Dire qu'ils ont banalisé en faisant du faux et de l'usage de faux. Ça, en réalité, c'est un mois comme vous, ils sont en prison depuis 2 ou 3 jours. Ils sont assis. Personne ne part vers eux pour convoquer leurs responsabilités. C'est dommage, allons-y tout de même. Non, je pense qu'à partir du moment où la Chambre des comptes a fait un rapport et a parlé des documents qui sont faux, je pense qu'il y a lieu de s'interroger. Et le problème de la Chambre des comptes, ou alors le manquement, non, on ne peut même pas parler de manquement parce que le régalien revient à l'État. La Chambre des comptes ne peut faire que des rapports. Elle ne peut pas s'immiscer dans le régalien. Ça veut dire que quelqu'un a posé un acte répréhensible. Il faut, dans ce sens-là, par le passé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, le gouvernement ne doit pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Parce que c'est la même situation, c'est le même scénario qui s'est posé en 2023. Et le Premier ministre a pris des engagements fermes disant que, à partir de 2024, nous allons déposer la loi des finances à temps
pour qu'elle soit étudiée par les députés. Parce que, voyez-vous, cette loi des finances-là, c'est plus de 100 pages, mais il y a plus de 1500 pages d'annexes. Donc, c'est un document tellement volumineux que vous ne pouvez pas l'étudier en un peu de temps. Et je pense que c'est fait à dessein d'envoyer cette loi de finances-là, je ne sais pas moi, pratiquement à la fin de la session parlementaire, parce qu'ils savent véritablement que les parlementaires n'auront pas véritablement le temps d'éplucher cette loi de finances. Et c'est là que j'insiste pour dire qu'il faut que le gouvernement soit responsable des engagements qu'il prend. Je pense que nous évoquions tout à l'heure le régime financier qui a été appliqué, qui a été mis en application depuis 2018, qui dit que la loi des finances doit être déposée au moins 18 jours avant le début de la session parlementaire. Et il faut qu'on s'attelle que cette loi-là soit déposée à temps pour que les députés qui contrôlent l'action gouvernementale, parce que ce sont les députés qui représentent à l'Assemblée nationale, puissent véritablement éplucher cette loi-là et nous dire, parce qu'ils doivent nous rendre compte, et nous dire que véritablement, le cap dans lequel le gouvernement veut nous amener, on peut faire confiance au gouvernement, on peut payer les impôts, etc. Voilà, il faut dire que cette loi de finances chimérique n'est pas encore arrivée au niveau de l'Assemblée nationale. Cette loi de finances qui est encore dans les nuages a quand même accouché d'une discussion sur la loi fiscale qui, elle, est réelle. Hein. On parle d'une loi fiscale qui est réelle alors que la loi globale est encore chimérique, elle est dans les airs. Cette loi de finances fiscale, cette loi fiscale concernant la décentralisation, amène quand même un faisceau global de taxes qui devront encore être imputées au niveau du petit peuple, des petites populations. Quand on sait quand même que la dernière loi de finances avait consacré 252 milliards de francs CFA au CTD et ils n'ont que reçu 140 milliards toute l'année dernière. Ce n'est pas par manque d'argent, parce qu'on va vous dire 2-3 indicateurs. En 2023, il y a eu l'augmentation du budget de l'État. En 2023, il y a eu 0,3% de taux de croissance au Cameroun. En 2023, il y a eu l'augmentation du prix du carburant pour alléger, comment dire ça, l'appui de l'État, la situation de l'État sur les prix du carburant. Et eux-mêmes estiment qu'en 2023, la récolte a été abondante et fructueuse. Ils ont donc eu l'argent en 2023 suffisamment. On dit qu'ils ont réalisé en 2023 524 milliards de recettes budgétaires, soit 90% du budget attendu a été récolté par l'État du Cameroun. Ils ont obtenu 90%. Ils n'ont pas versé tout l'argent au CTD et ils nous disent maintenant que c'est nous qui devons donner l'argent au CTD. Alors qu'eux ont eu leur argent, ils n'ont pas eu l'argent au CTD. Comment vous comprenez ça, principe idée? Well, Bertrand, because I don't know what to say, but Cameroonians are in a state where it's deplorable. C'est déplorable. We are in a system where taxes increase every day. And as these taxes are increasing every day, there are no proportionate increase in the lives of Cameroonians to pay these taxes. I want to be very, very clear for the common man to understand who is watching. There is no tax. Je ne suis pas un expert en économie, mais on a fait les études de base pour savoir. Une taxes, donc la fiscalité part avec les subventions. Il ne peut pas, la fiscalité ne peut pas être là. Il n'y a pas les subventions. Tous les taxes qu'ils ont augmentées là, ça s'applique ou ça devait être appliqué si on était déjà un pays émergent. Tous ces taxes-là s'appliquent dans les pays qui sont déjà émergés. C'est la vérité. Comment on peut comprendre
que les Camerounais n'arrivent pas à manger, le coût de vie, de la vie a augmenté. Vous avez parlé de la croissance. Le coût de vie a augmenté. On n'arrive même pas. Le sac de riz, c'est 29 000 au marché. Donc c'est sorti de 18 000 à 29 000 au marché. Je dis le sac de riz. Et vous dites aux gens, à ce gens-là que si tu pars faire ton bambé, donc, voilà, le nouveau talent avait dit que toutes les activités que tu fais, qui te donnent l'argent, tu dois donner quelque chose à l'État. Ça ne peut pas s'expliquer dans un pays qui est encore sous-développé. Ce que l'État devait faire, c'est de venir avec les idées de subventionner le coût de la vie. L'année passée, vous avez vu comment on a augmenté, on a augmenté le prix du carburant. Est-ce que vous savez que le prix du carburant le prix du carburant mondial, c'est 275 francs CFA. Mais au Cameroun, on achète à combien? Donc, on ne peut pas continuer dans un pays où tous les jours, on augmente les taxes et les Camerounais n'ont pas à quoi vivre. Regardez le coût de l'État. Il faut aller faire les recherches comment coûte le train de vie d'un ministre de l'État. Il faut aller faire une comparaison peut-être avec d'autres pays, même les pays d'Europe. Le pays de l'Europe. Pardon. Je viens de lire quelque part sur les réseaux sociaux que tous les milieux auront les 4x4. Les 4x4. Les 4x4. D'ici 2025. Donc tous les ministres auront les 4x4. Quand ils vont entrer pour faire les campagnes, ils vont entrer ils vont aller au village en paix. Non, Betambika. Ce qu'on a fait là n'a pas sa place au Cameroun. Ça devait se faire si peut-être le Cameroun était déjà à un niveau comme la Chine. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez si bien dit qu'en 1971, la Chine était loin derrière nous. Ils venaient même prendre les idées ici au pays. Il faut rappeler qu'en dans les années 80, dans les années 90, oui, si j'ai une bonne, si je n'ai pas 80, 90, les jeunes Chinois qui sont en train de diriger la Chine aujourd'hui venaient ici pour des conférences, des workshops, des séminaires. Et ils ont épuisé tout ce savoir-là et regardons ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Ils partaient partout en Europe, dans les pays, ils partaient partout. Mais ici au pays, nous avons un pays où la diaspora est coupée de la réalité. Et ce qu'on va voir, c'est les taxes. Si quelqu'un maintenant va, comme on dit au quartier, pas faire son bambé. Donc il part dans un chantier, il travaille 3 000. Il part donner au ministre du finance, il part lui donner sa part. C'est ce qu'on dit aux Camerounais à l'heure actuelle. Non. Voilà, non, ce n'est pas comme ça. Voilà, Anissé Noah, est-ce qu'on peut pas convoquer à l'état actuel des choses la pertinence de ce projet? Si on nous avait dit que l'année passée, le budget antérieur n'a pas été probant, n'a pas été collecté de manière maximale. Voilà pourquoi les CDD n'ont pas reçu l'argent escompté dès le départ. Mais on nous dit que le budget était récolté à 90%. Ça veut dire que l'État a la capacité de financer les CTD pour l'amélioration de la vie des populations au niveau local. Ils ont eu l'argent, ils n'ont pas financé. Aujourd'hui, ils estiment que
c'est nous qui devons financer ça. Est-ce que c'est pas paradoxal, ce budget qui aujourd'hui arrive? C'est un crève-cœur pour les Camerounais. Est-ce que là, ce n'est pas véritablement une incitation à une violence certaine? Parce que les Camerounais, on commence à voir, hein, dans tous les réseaux, il y a une vidéo qui devient virale ces jours-ci, où un gars promet de devenir un grand bandit. Soit encore là, dans sa boutique pour les taxes. Il estime que dans sa boutique, il reçoit 20 collègues de taxes par jour. C'est la mairie, c'est les impôts, ils arrivent, il ne s'en sort plus. Et si sa boutique est fermée, il deviendra un grand bandit. Est-ce que ce n'est pas la réalité, ce genre d'actes qu'ils veulent perpétrer avec cette loi qui, de la vie de beaucoup d'experts, est inopérante, n'est pas probante, n'est même pas adaptée aujourd'hui, comme le dit au contexte du Cameroun? Oui, je pense que Prince l'a dit tout à l'heure, si nous étions dans un pays émergent, on devrait accorder le bénéfice du doute au gouvernement de nous imposer un certain nombre de taxes. Mais là, il faut parler de manière prosaïque pour que le Camerounais qui est à Foujoumou nous comprenne. Ouais, nous tirons le diable par la queue. Voilà. Et nous avons déjà un certain nombre d'impôts que nous payons, nous avons déjà un certain nombre de taxes que nous payons. Alors, on se rend compte que de jour en jour, l'assiette fiscale ne fait que s'élargir, le contribuable ne fait que souffrir. Pendant ce temps, les fonds qui sont collectés, les taxes qui sont collectées ne sont même pas équitablement, ne sont même pas distribuées de manière efficiente. Parce que voyez-vous, on nous a vendu la décentralisation comme étant, c'est-à-dire une solution miracle pour que le Cameroun sorte du marasme dans lequel il est aujourd'hui. Mais on se rend compte que cette décentralisation-là, mise en application, ne permet pas à ce que les Camerounais vivent décemment, ne permet pas à ce que les Camerounais, le Cameroun se développe de manière optimale. Parce que lorsqu'on parle de 252 milliards qui devraient être distribués au CDK et que 100 milliards, pratiquement 100 milliards n'ont pas été distribués alors que la collecte des taxes a été on a eu en 2023 l'élargissement de l'assiette fiscale. En 2023, il y a eu l'augmentation du prix du carburant venant baisser la subvention de l'État et d'autres indicateurs qui permettent à ce qu'on puisse dire que véritablement l'année 2023 a permis au gouvernement d'optimiser les taxes. Mais on se rend compte que ce qui était alloué aux collectivités territoriales décentralisées n'a pas été transféré de manière totale. On est donc en droit de se demander, on nous demande de payer d'autres taxes. La taxe sur l'enlèvement des ordures et l'éclairage public qu'on a mentionné sur cette loi fiscale-là. Mais la loi aurait quand même voulu qu'il y ait une certaine pédagogie, que le gouvernement nous dise comment est-ce qu'il va s'assurer que les collectivités territoriales décentralisées font le job pour lequel ils sont dit, les collectivités territoriales décentralisées seront payées au prorata du service rendu. La logique aurait aussi voulu que le gouvernement nous donne des assurances que une fois cet acte collecté, elles seront reversées aux collectivités territoriales décentralisées pour que le travail se fasse. Parce que, voyez-vous, Bertrand Bika, moi je suis enseignant et je lis souvent le désespoir et je ne sais pas moi, la peur quand c'est un chef d'établissement, parce que vous savez que depuis un certain moment, les frais de scolarité sont collectés par les chefs d'établissement, sont payés en ligne par les parents et maintenant, le ministère se charge de reverser ces fonds-là au niveau des établissements. Et moi, je vois souvent certains chefs d'établissement s'endetter auprès des tontines au quartier pour pouvoir supporter le budget de fonctionnement de l'établissement pendant que ces fonds qui sont allés au ministère ne sont pas encore transférés. Moi, j'ai vu aller dans une tontine pour que les enseignants en dispensent cours. Ça veut dire que les élèves ont payé les frais exigibles, tardent à être reversés. Le chef d'établissement fait pour que l'école fonctionne. Il a des vacataires à payer. Il est donc obligé d'aller auprès des tontines pour s'endetter, pour payer ne serait-ce que le minimum, c'est-à-dire la clé pour que
les élèves, les enseignants puissent dispenser cours. Je prends cette image-là pour vous faire comprendre que il y a tellement de goulot d'étranglement que lorsque ces fonds-là sont collectés, et parce que vous savez qu'on est arrivé aujourd'hui à une unicité de caisses, lorsque ces fonds-là sont collectés par les caisses centrales, la logique aurait voulu qu'il y ait une sérénité pour qu'ils soient retransférés au niveau des collectivités territoriales. S'il y avait une célérité, on ne devrait pas avoir plus de 100 milliards qui ne sont pas reversés aux collectivités territoriales alors et que une partie soit reversée à l'État central et que l'autre partie reste à la collectivité territoriale décentralisée pour qu'elle implémente véritablement son projet et que le citoyen lambda voit véritablement le développement s'implémenter. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on nous a parlé de décentralisation pour que les populations puissent se développer. Je vais vous prendre une image simple. Je connais une zone dans la KDI, à l'est du Cameroun, qu'on appelle précisément Mbang. Et dans cette zone-là, il y avait une société forestière qui avait donc pris l'engagement de bitumer le tronçon, c'est-à-dire de bitumer le tronçon qui relie la localité à la commune voisine. Ouais. Mais qu'est-ce que l'État central a dit? L'État central a dit non, donnez-nous l'argent, nous-mêmes, nous allons bitumer cette route-là. Mais cette route-là, aujourd'hui, est en train de se couper parce que cette société-là, elle a servi pendant au moins 30 ans, mais aujourd'hui, elle a fermé des portes et la route est en train de se couper parce que la société n'est plus là. Or, si la route avait été bitumée, lorsque la société l'avait proposée, je pense que cette route-là serait encore praticable aujourd'hui. Donc, voilà des clichés qui font en sorte qu'on se dise, quand l'État central collecte des fonds, il ne remet pas les fonds-là de manière activité territoriale pour que la décentralisation s'implémente véritablement. Pour cette idée, voilà, on va sortir peut-être pour cette émission, on va aller vers les solutions, mais avant, je vais poser une question que tout le monde se pose certainement au niveau de la maison. Lorsque on prend l'exemple, c'est un exemple banal que tout le monde comprenne. Lorsque on te donne l'argent pour envoyer les enfants à l'école, hein, tu as eu tout l'argent pour envoyer les enfants à l'école, tu es parti payer la moitié de la pension. Quand l'année prochaine, tu dis, donnez-moi plus d'argent pour les enfants à l'école, c'est juste pour te faire confiance encore. On ne peut plus te donner de l'argent. Mon frère, c'est ça le cas ici. The issue is, Bertrand Bika. Voilà, allez vers les solutions. C'est parce qu'il y a les mots qui m'ont manqué en français pour utiliser. Mais en anglais, je pouvais bien utiliser pour expliquer. I told you here that the example that you are giving it has its place. You cannot say that I cannot give you a mandate that I give you a mandate, take care of my children. These are my children. I give you money to pay full money to pay for their school fees, and then you go and pay 1/4 of the school fee. Then next year again, you come in that I should give you the same money for school fees, and then I give you that money. See, the issue is that Cameroonians have lost confidence in the regime. It's just that this present regime have hostage. Je vous dis la vérité, les Camerounais ont déjà perdu la confiance à ce régime. Le problème qui se pose, c'est parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre la peur dans le sentiment des Camerounais. Si vous tentez, on va vous mater, on va vous massacrer. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai commencé la télévision, ma mère avait trop peur. Que non, on va te tuer, et ainsi de suite. Non, mais j'ai dit à ma mère que non. Tu ne m'as pas envoyé. Je connais comment tu as vendu les beignets, les bananes dans les rues, et ainsi de suite, pour m'envoyer à l'école. Tu ne peux pas m'envoyer à l'école. Et je vois ce qui se passe dans mon pays et je ne peux pas dénoncer. Tu ne m'as pas envoyé à l'école pour que les gens viennent prendre ma place. Bertrand Bika, j'ai 5 enfants. Biologiques. 5 enfants. De l'avenir de mes enfants. C'est qu'on a subi. Mes enfants ne doivent pas subir ça. C'est qu'on a subi, mes enfants ne doivent pas subir ça.
Donc on doit faire tout pour protéger l'avenir de nos enfants, pour bien les éduquer, ça va avec ta question, pour bien les éduquer, pour payer les pensions en totalité, pour les nourrir. Je crois que quand tu es dans le management de l'État, tu dois te prendre comme un père, comme le père de la maison. Tu es là pour faire tout, pour donner la vie meilleure à tes enfants. Regardez le pays. Regardez les pays qui dépassaient que le Cameroun était, que le Cameroun les dépassait. Regardez, est-ce que tu as déjà été au Rwanda? L'aéroport de Kigali? Est-ce que tu as déjà été à l'aéroport d'Abuja? Mon frère, regardez Yaoundé. C'est comme si nous sommes au village. Il n'y a pas de route. Regardez entre Mokolo et éducation. Merde, nous sommes où? Je vous dis que les Camerounais sont déjà conscients. Les Camerounais sont déjà conscients. On ne peut pas continuer avec les gens qui ont pris le pays en otage. Ça, c'est de prendre le pays en otage. C'est pour cela que nous disons que le jeu démocratique en 2025 doit être ouvert pour tout le monde. C'est les jeunes qui doivent bouger les choses. Nos pères et grands-pères, ils ont fait leur temps. Il faut qu'ils laissent. Regardez l'énergie d'un jeune comme Cabral Libi à l'Assemblée nationale. Si on avait les Cabral Libi 50 à l'Assemblée nationale, les choses devaient véritablement changer. Voilà, donc, pour conclure, il faut conclure parce qu'on sort de l'émission. Ouais. Pour conclure, c'est très important. Il faut que les jeunes soient conscients que le moment est arrivé pour qu'on prenne le destin en main. Et le destin que nous devons prendre, c'est d'aller vous inscrire. C'est d'aller s'inscrire dans les listes électorales dès le 3 janvier 2025. D'accord. Ensemble, parce que the vote card, oui. The vote card will be the target. Parce que nous n'avons rien. Nous sommes les enfants qui sont abandonnés par nos parents. Donc, la carte électeur, c'est le seul arme que nous avons voilà, pour faire balayer les choses. Anissé, Noah, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Non, il faut un changement de paradigme, il faut un changement de système. On ne cessera de le dire. Et moi, je dis toujours que le jeune que je suis n'a pas de chance avec l'actuel régime d'être ministre comme Samuel Eboa. Personne de ce régime-là ne me connaît parce que ce n'est pas de ma génération. Parce que souvenez-vous, Samuel Eboa et le ministre et le président Aïdjo n'étaient pas de la même génération. Mais parce qu'il a posé un acte remarquable, il a été appelé à servir la nation. Aujourd'hui, ce n'est pas, les paradigmes ont changé. Si vous n'êtes pas le fils de tel, si vous n'êtes pas le congénère de tel, vous ne pouvez pas être appelé. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle les jeunes, le jeune que je suis, appelle les jeunes à prendre conscience. Il n'est pas question de dire que qu'on vote ou alors qu'on ne vote pas, les choses ne vont pas changer. Allez d'abord vous inscrire comme mon ami le disait, mon frère le disait tout à l'heure. Allez d'abord vous inscrire sur les listes électorales et le moment venu, accomplissez votre devoir citoyen, allez voter et surveillez votre vote. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. En 2018, moi j'ai été président de bureau de vote et deux secrétaires de partis politiques. Et toutes les populations qui venaient voter, chacun venait voter et rentrait chez lui. Ça veut dire que si, par exemple, j'étais de mauvaise moralité, je pouvais être le seul là qui peuvent faire des choses peu orthodoxes. Donc, il est question que lorsque vous votez, vous restez là à surveiller votre vote pour que demain ou après-demain, qu'on ne dise pas que les résultats ont été biaisés, etc. Il faut surveiller son vote de l'instant où vous votez jusqu'à la proclamation. Et ce n'est que par
par ce canal-là que nous pouvons arriver à changer de paradigme et que nous pouvons rentrer à l'orthodoxie. Voilà, c'est sur ces brillantes recommandations des deux qui étaient sur ce plateau. Ce matin qu'on va refermer cette émission de tour de table de ce 1er décembre, l'an de grâce 2021. Merci. Oui. Merci beaucoup, Bertrand Bikaël. Votre émission est très libre. J'ai passé 2 heures de temps avec beaucoup d'émotions. Je vous encourage. Vous êtes un professionnel. Et pour dire aussi que nous voulons seulement pour bâtir un pays qui sera bon pour tous les Camerounais, pour tous les fils de ce pays, pour ne pas voir l'image de votre frère qui a perdu son enfant. Nous voulons un pays où la sécurité est fiable, qu'on ne voit pas les images qu'on a vues à Douala, la torture. Nous voulons une armée, sécurité professionnelle. Nous voulons un pays que les gens qui nous dirigent, il n'y a pas le faux dans l'Assemblée nationale pour passer les projets de loi qui sont des projets de loi, les rapports qui sont fausses. Nous voulons un pays qui n'y a pas de favoritisme, de népotisme, de tribalisme. Nous voulons un pays digne. Nous voulons un pays que tout ne peut pas être parfait, mais nous voulons un pays que on doit être fier D'être Camerounais. Voilà, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Voilà. Je suis ravi. Merci Anissé Noah d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je remercie également votre PDG qui fait un travail remarquable parce que depuis que je suis entré là, je n'ai que vu des jeunes. Cela prouve que le travail, ce qui est demandé, que les jeunes soient aux commandes, est véritablement implémenté à choix. Voilà, Assemblée nationale, loi des finances, le gouvernement dans les passes, c'était le thème mis à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas avoir épuisé tous les contours de ce thème. Continuez à débattre chez vous et faites-vous votre propre idée. Encore, l'émission était coordonnée par Christelle Tigniem et supervisée par l'honorable François Biba. On vous souhaite de passer un bon début de semaine. Au revoir à tout le monde.